toutes et à tous. Je vous propose de démarrer cet atelier. Bienvenue, bienvenue. Donc, c'est un atelier organisé par l'AJSPI, c'est l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Et on va questionner ensemble l'importance d'une connaissance... Pardon. On va questionner ensemble, journalistes et politiques, quelle l'importance d'une connaissance scientifique partagée. Et c'est vrai qu'on a eu deux sujets qui nous ont montré de réelles lacunes scientifiques, que ce soit dans l'univers médiatique, mais aussi politique. Alors déjà, la santé, hein, évidemment, avec la crise du Covid, puisque, bon, il y a un peu plus de 2 ans, qui dans cette salle était vraiment capable de nous parler facilement de cas contacts, de variants, de coronavirus, de tests PCR. Et l'autre sujet, c'est l'écologie. Est-ce que nous, en tant que journalistes, on est à la hauteur de l'enjeu historique? Qu'en est-il des politiques? Et donc, maintenant qu'on a dit ça, on peut se poser quelques questions, à savoir comment atteindre une connaissance scientifique suffisante, alors chez les journalistes ou chez les politiques. Est-ce que ça passe uniquement par la formation des étudiants? Ou est-ce qu'on peut se saisir de ces sujets plus tard dans la carrière, après s'être intéressé à d'autres sujets? Est-ce que tous ces sujets ne sont qu'une affaire de scientifiques ou de journalistes scientifiques? Et je me présente, je suis Benoît Tonson, chef de rubrique Sciences pour The Conversation France et membre du bureau de l'AJSPI. Donc c'est à ce titre-là que j'anime cet atelier. Et pour répondre à mes questions et aussi aux vôtres à la suite de notre discussion, j'ai le plaisir de recevoir Jade Lingard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au pôle écologie de Mediapart. Michel Dubois, bonjour. Je dis bonjour dans le micro. Merci. Donc, sociologue des sciences et des techniques à Sorbonne Université et directeur de recherche au CNRS. À votre gauche, Aline Richard, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef au Figaro Santé et auteur de livres scientifiques, dont le dernier, La saga CRISPR, à propos des techniques d'édition du génome, dont on va parler un peu plus en détail pendant cette table ronde. Et à ma gauche, Corinne Van Meris, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe et directrice des études à l'ESJ de Lille. Et j'aimerais commencer avec vous, Corinne. Justement, l'ESJ de Lille est une des rares écoles qui propose une formation en journalisme scientifique. Et à la rentrée, vous avez décidé d'augmenter encore la part de sciences, mais cette fois-ci dans la filière généraliste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Je prends ce micro-là, oui, c'est bien. On entend? Oui, ça a l'air de marcher. Bonjour à tous. Effectivement, à l'école, depuis une trentaine d'années, il y a une formation spécifique pour les journalistes scientifiques. D'autres disent des journalistes de sciences. Donc on pourra éventuellement déjà voir si on voit la même chose par rapport à la dénomination. Donc depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire qu'on propose en M2 une année de formation qui s'adresse à des étudiants ou à des gens qui ont fait des études scientifiques, qui sont parfois sortis du cursus scolaire et qui sont dans la profession, de se former comme journaliste. Donc on a a priori des scientifiques ou en formation scientifique que l'on forme en journalisme pendant une année, donc une année de M2. On a donc cette filière, elle est co-animée par donc l'ESJ Lille et l'Université de sciences à Lille. Alors on s'est fait depuis quelques années la réflexion qu'il y avait deux éléments qui nous échappait un peu par rapport à cette filière, dont on est extrêmement satisfait par rapport à la qualité du cursus et puis à la qualité des jeunes ou moins jeunes parfois journalistes qui sortent de cette filière et qui trouvent de l'emploi dans les rédactions sans trop de soucis. On s'est fait deux réflexions. La première, c'était que comme le cursus se faisait en un an, on ne pouvait former que sur l'écrit et le numérique, ce qui est déjà très bien, bien sûr, mais qu'on avait des demandes parfois de médias audiovisuels et qu'on n'avait donc pas,
on ne permettait pas à ces jeunes étudiants de se former sur les techniques en télé et en radio. Et donc, ça leur fermait un certain nombre de portes. Donc ça, c'était une première réflexion. Et on s'est fait le constat, et c'est un peu l'objet du débat aussi aujourd'hui, que l'ensemble de nos étudiants, qu'on appelle généralistes, donc la filière généraliste, le diplôme qui est reconnu à l'école et dans 13 autres écoles, avaient besoin, ces étudiants généralistes, d'un socle de culture scientifique supérieur à ce qui est le cas aujourd'hui, notamment parce qu'ils viennent essentiellement de sciences humaines, de sciences politiques, etc. Et donc, n'ont pas du tout d'enseignement scientifique de base. Donc, voilà, c'est ça, vos étudiants, elles sont... quelle est la formation avant d'intégrer essentiellement pour... Donc là, je passe à la filière généraliste, hein, comme pour plein d'autres formations et les autres écoles. Nos étudiants viennent globalement pour moitié d'un parcours de sciences politiques. Donc on a 60 étudiants en Master 1 et donc 60 en Master 2. Et donc une bonne moitié ont fait un cursus de sciences politiques, soit dans un IEP, soit à l'université, mais on fait des études de sciences politiques, ce qui n'est pas non plus complètement illogique, hein, ça mène assez bien au journalisme. Et pour les autres, ça va être des études d'histoire, des études de lettres, de langue. Voilà, on a peu d'économistes, on n'en a pas assez. C'est un autre sujet avec une même base de réflexion que celle qu'on a sur les sciences. Voilà, donc on a décidé à la rentrée de 2022 de recruter à l'intérieur du master généraliste un certain nombre d'étudiants qui ont un profil scientifique, soit via leurs études, soit par des productions ou des intérêts personnels qui ont pu être alimentés dans leur dossier d'inscription. Et donc on va recruter à l'intérieur du master généraliste un groupe d'une 10 à 15 étudiants qui ont un profil scientifique, mais qui vont suivre le master généraliste en 2 ans et qui vont donc pouvoir se former également aux techniques audiovisuelles. Super, on reviendra plus en détail hein, sur ces profils et sur peut-être le besoin qu'ont les rédactions qui vont faire remonter tout ça. Aline Richard, avant de travailler au Figaro Santé, vous avez été à la rédaction en chef de la recherche ou chef de rubrique sciences de Conversation. Mais pourtant, vous n'avez pas toujours été journaliste scientifique, vous suiviez les questions économiques. Est-ce qu'une formation, comme a évoqué Corinne, vous a manqué? Est-ce que la science est un sujet très particulier en journalisme? Écoutez, oui, effectivement, je précise toujours que je n'ai pas fait d'études de sciences, mais que ça m'a toujours intéressé intellectuellement. Et c'est la meilleure des façons d'aborder un sujet. Est-ce que ça m'a manqué ou pas? Probablement, oui. Mais peut-être ce qui m'a manqué, c'est peut-être pas journalisme, c'est peut-être avant. Je crois qu'il faut quand même, on peut pas ne pas parler de nos cursus à tous autant qu'on est. Qu'est-ce qu'on a appris au lycée? Qu'est-ce qu'on a appris à l'école en sciences? Je crois qu'il y a déjà ça à dire. Bon, ce serait l'objet d'un débat à part entière, donc on va peut-être pas en parler. Moi, effectivement, je m'y suis mise. Et ça fait 15 ans que donc, je suis journaliste spécialiste des sciences de la santé et de l'environnement aussi. J'en ai pas mal fait quand j'étais journaliste économique. Et puis effectivement, une formation telle qu'on nous l'annonce est tout à fait intéressante et productive. Moi, au Figaro Santé, je travaille avec des pigistes. Et je serais ravie, effectivement, d'avoir des jeunes journalistes d'une grande qualité qui puissent se coller tout de suite, si vous voulez, par exemple, pour faire des papiers sur les vaccins à ARN messager. Ça va plus vite quand même quand vous avez un peu déjà abordé ces questions-là. Mais j'en fais pas du tout, j'en ai jamais fait comment dirais-je, un prérequis. Hein. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Ça fait peur un peu la science. Tout le monde se dit oh là là, je ne serais pas capable. En fait, c'est pas vrai. Il faut bosser. Et si vous bossez, vous y arrivez. C'est pas du tout insurmontable. Ça peut prendre du temps. Le seul truc, c'est ça. C'est qu'effectivement, quand on ne connaît pas un sujet, il faut passer un petit peu de temps. Mais c'est comme partout, et c'est comme dans tous les secteurs. J'ai fait beaucoup d'économie. C'est aussi très technique, l'éco. Hein, vous le disiez tout à l'heure. Et la culture des Français en matière de sciences comme en matière d'économie, elle n'est pas au top. Hein, il ne faut pas se raconter d'histoire. Et Jade Lingard, vous avez, je crois, un petit peu le même profil. Vous travaillez donc au pôle écologie, sujet au carrefour entre sciences, politique, société.
Est-ce que dans votre approche au quotidien, vous avez plutôt une approche de l'écologie, alors qu'elle soit plus technique, sociétale, politique? Comment vous envisagez vos sujets? Écoutez, nous à Mediapart, on a une approche assez politique de l'écologie et politique au sens systémique. C'est-à-dire, pardon pour les personnes qui étaient présentes au débat juste avant, parce que j'ai déjà un peu parlé de ça, mais ce que je veux dire, c'est pas au sens militant. C'est-à-dire qu'il y a souvent une confusion qui est entretenue entre rapport politique à l'écologie et rapport militant. Donc c'est pas un rapport militant au sens défendre une cause, c'est un rapport politique au sens considérer que l'écologie n'a de sens que si elle est vue comme un système. Et qu'il ne s'agit pas de sujets environnementaux qui sont à côté des enjeux d'économie, de politique budgétaire, de relations internationales ou de minima sociaux, et puis à côté on fait l'environnement. Non, en fait c'est une autre manière de regarder la façon dont la société et l'économie s'organisent. Et que ça pour moi c'est politique. Et donc, dans cette approche-là, que je n'invente absolument pas, je ne fais que répéter ce que plein de penseurs et penseuses ont dit avant moi, dans cette approche-là, la question de la science et du savoir scientifique, elle est presque un peu secondaire, au risque de peut-être vous choquer. C'est-à-dire que la science est un savoir, c'est une manière de comprendre et de réfléchir le monde, donc c'est très important, mais pour moi, ce n'est pas la question principale de l'écologie, dans le sens où, une fois qu'on a réussi en tant que communauté humaine à comprendre, par exemple, qu'il existe un dérèglement climatique, qu'il est causé par des activités humaines, et qu'il faut absolument, impérativement, et pour des raisons vitales, réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Une fois qu'on a dit ça, la science n'aide pas, en fait, à répondre. Donc c'est pourquoi je suis toujours un peu gênée quand on réduit la question de l'écologie à la question du savoir scientifique. Et c'est intéressant parce que la table ronde précédente, on avait une discussion avec un confrère du Figaro qui est hyper intéressant et hyper sympathique. Et c'est intéressant de comparer comment nos rédactions sont différemment organisées. C'est-à-dire qu'au Figaro, l'environnement, qui est le terme qu'ils utilisent, fait partie de la rubrique sciences et médecine. Donc c'est vraiment une approche depuis la science, depuis les savoirs scientifiques. Alors que nous, à Mediapart, on est une rédaction plus petite, beaucoup plus petite, on est organisé en pôles, et on a un pôle écologie qui est autonome, mais qui est constitué de 3 personnes. Et ces 3 personnes, on a chacune des spécialisations assez précises. Parce que j'ai un collègue qui travaille sur le climat, Michael Correa, une collègue qui travaille sur l'agriculture, Amélie Poinceau, et moi je travaille sur les pollutions et l'écologie urbaine. Et nous, toute notre approche, c'est partir de cette spécificité pour travailler des enquêtes, et donc des sujets d'enquête qui, nous, on fait le pari, par la précision que nous demandent ces enquêtes, et le fait du coup de rentrer de la manière la plus concrète possible dans la façon dont des mondes sociaux s'organisent, que ce soit le lobbying de la FNSEA auprès de la Commission européenne, que ce soit la pollution de l'eau à Rouen par les PFAS, qui sont des polluants éternels, ou que ce soit la manière dont Total veut faire croire que le gaz naturel liquéfié est écologique. Où on fait le pari que c'est dans ce détail-là et cette spécificité-là, parfois un peu austère, qu'on peut montrer, faire comprendre à quel point c'est systémique l'écologie, parce que c'est des questions de richesse, pouvoir, rapport de force, etc. Donc du coup, c'est pour ça que la question de la science et du savoir scientifique, dans cette approche-là, elle existe, mais elle est au fond un peu secondaire.
Mais pourtant, sur ces sujets de pollution, c'est quand même assez technique au niveau de la chimie, de l'environnement. Et après, Aline, vous voulez réagir, je crois. Mais, allez-y, pardon. Non, mais donc c'est un outil. C'est pour ça que je ne veux pas du tout tenir un discours anti-scientifique. C'est pas du tout le sens de mon propos. Moi, c'est sûr que quand je travaille sur la pollution de l'eau à Rouen, je travaille avec des chercheurs. C'est-à-dire que je travaille avec moi et toutes les autres personnes qui font ça. Je ne suis pas du tout pour me mettre particulièrement en valeur, mais j'ai des analyses en fait. Enfin, j'ai des rapports d'analyse et de mesures et des échantillons de mesures et d'analyses de substances et de molécules qui sont mesurées dans l'eau. Donc bien sûr, je l'utilise, mais c'est un outil de savoir. Qui vient avec un autre qui est la discussion avec des personnes qui travaillent sur la régie d'eau pour comprendre comment c'est organisé, et ensuite il y a tout l'enjeu d'identifier d'où ça vient. Donc ce que je veux dire, c'est que bien sûr c'est utile, mais c'est un outil de savoir parmi plein d'autres. D'accord, je comprends très bien, Aline. Oui, je voulais réagir à ce que vient de dire Jacques parce que ça me semble absolument central. Et comme on est entre nous, journalistes, c'est quelque chose qu'il faut, à mon sens, appréhender et vraiment prendre en compte dans notre pratique professionnelle. En fait, moi, je peux vous parler de façon très personnelle, parce que quand je suis arrivée dans ce milieu de journalisme scientifique ou de journalisme spécialisé des sciences, en fait, je venais vraiment de l'extérieur. Et en fait, il y a eu comme si vous voulez, comme un choc des cultures. C'est-à-dire qu'il y a ce que je peux appeler avec un peu de mauvais esprit, un espèce de canal historique finalement du journalisme scientifique, qui sont des gens qui estiment qu'il faut parler de la science, il faut la défendre en tant que vision du monde et permettre aux lecteurs, au public, d'en comprendre tous les enjeux. Ça veut pas du tout dire qu'ils s'en fichent de la société, comprenez-moi bien. Mais on part de ça, on part de la science. On aime la science et on va la défendre en tant que journaliste. Et puis, il y a une autre école qui est effectivement, de facto, plutôt la mienne, qui est que moi, je suis arrivée là-dedans en me disant, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement, si on parle du réchauffement climatique, ce qui m'intéresse, c'est un peu ses conséquences sur la vie des individus et en décrypter un peu des enjeux qui peuvent être sociétaux, qui peuvent être politico-économiques, etc., etc. Donc, vous voyez, je ne dis pas que l'un est bien et que l'autre est mal. Il y a deux façons de voir les choses, et ça, il faut bien le comprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, et on peut peut-être le déplorer, compte tenu des conditions économiques dans lesquelles nous exerçons, nous journalistes, notre métier, il y a de moins en moins de canal historique. Okay, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, et encore une fois, on peut peut-être le déplorer, parce que les gens sont probablement un petit peu moins formés. Or, sur des sujets techniques, j'ai hâte de la rappeler, des fois, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'avec du boulot on y arrive, mais des fois c'est quand même pas évident, c'est compliqué. Voyez, donc on est dans une nouvelle configuration professionnelle. Nous autres qui traitons de ces sujets-là, il faut vraiment qu'on le comprenne, quoi, et qu'on le comprenne. Maintenant, je vous propose de passer la parole aux scientifiques de la bande. Donc, Michel Dubois, je le rappelle, sociologue des sciences et des techniques. Vous avez mené une enquête de recherche intitulée Les Français et la science. Donc, on voulait avoir votre vision de justement quelles étaient les grandes questions que vous êtes posées, quels sont les principaux enseignements. Est-ce que c'est un sujet qui intéresse les Français? Est-ce qu'ils croient ou pas? Est-ce qu'ils y font confiance? Merci pour cette invitation. Effectivement, je ne suis pas journaliste, j'ai beaucoup de défauts et je vais parler effectivement dans une perspective sociologique sur des questions que vous connaissez bien et peut-être essayer de décadrer un certain nombre de sujets. Effectivement, donc avec deux collègues, Martin Bauer à la London School of Economics et Pauline Hervois, on a commis une enquête nationale sur les Français et la science qui s'inscrit
dans une tradition d'enquête qui existe depuis les années 70. Donc on est la 8e vague de cette enquête. Donc ce qui nous permet, ça nous permet quoi, grosso modo, quand même d'établir les grandes évolutions des attitudes, des opinions, des représentations des Français à l'égard des sciences et des techniques. Donc la France n'est pas du tout un cas unique. Il y a plusieurs pays qui ont à peu près un recul analogue. Et donc ça nous permet de saisir à la fois ce qui est stable, ce qui se maintient, parce qu'il faut bien avoir en tête quand on travaille sur la question des attitudes sociales, que ce soit sur les sciences ou n'importe quel autre sujet, en fait il y a une très forte stabilité d'un certain nombre d'attitudes. Donc par exemple sur la question de la confiance, c'est extrêmement stable. Moi je suis toujours étonné par l'importance que vous, journalistes, accordez à ce thème de la défiance, de la méfiance. C'est quelque chose qui a nourri des colonnes pendant 2 ans, pendant cette période Covid. Et nous, ce qu'on a, c'est vraiment pas du tout ça. Hein. Dans nos enquêtes, au contraire, on a toujours 8 Français sur 10 à peu près qui nous disent faire confiance aux sciences, aux scientifiques. C'est extrêmement stable et ça n'a pas évolué depuis les années 70. Donc ça, c'est un intérêt des enquêtes de sciences sociales, c'est en partie d'essayer un petit peu de corriger un petit peu ces idées reçues qui sont alimentées pour différentes raisons. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi, finalement, on a un débat public qui est saturé de défiance et de méfiance à l'égard des scientifiques, alors que tous les indicateurs vont dans le sens contraire. Donc ça, il faut donc renverser, à mon sens, ce type de perspective. Et donc, voilà, très, très modestement, on a essayé de communiquer publiquement sur cette enquête pour bien faire comprendre quels étaient les enjeux. Et les enjeux, il y en a, clairement, mais ce n'est pas cela. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, les grandes évolutions, il y a des évolutions qui sont très intéressantes. Il y a des évolutions qu'on a vu venir, qui existent depuis les années 80. Donc on a vu des renversements assez intéressant du point de vue des représentations majoritaires, par exemple sur la question du bilan global des sciences et des techniques, c'est-à-dire est-ce que les sciences apportent plus de bien que de mal, autant de bien que de mal, plus de mal que de bien. Autant on peut dire que dans les années 70, il y avait une grande majorité de Français qui étaient pro-science, qui considéraient que le progrès social et le progrès scientifique allaient de pair. Autant depuis les années 80, début des années 90, on a maintenant une situation d'ambivalence, c'est-à-dire que la grande majorité des Français, 60% des Français, considèrent que les sciences et les techniques apportent autant de bien que de mal, ce qui est un record à l'échelle mondiale. Donc on a une singularité française très très forte de ce point de vue-là, et qui a été identifiée à la fois dans notre enquête, hein, c'est pas quelque chose qui existait auparavant, mais qui a été également enregistré au niveau mondial dans les approches comparées qui existent. Et puis je ne vais pas être trop long, hein, mais on peut en parler des heures, mais il y a une troisième chose qui me semble assez intéressante, c'est qu'il y a un certain nombre de points critiques qu'on essaye de mettre en avant dans notre enquête. Il y a un problème clairement de culture scientifique, c'est-à-dire que la question de la culture scientifique, il ne faut pas du tout considérer que, bien sûr, la population française soit inculte. Il ne faut pas non plus considérer qu'il y ait une forme de désintérêt. Ce qu'on essaye de mesurer de différentes manières, c'est une forme de fragilisation de la culture scientifique qu'on peut objectiver depuis à peu près les années 90. Donc il y a quelque chose qui se joue du point de vue de la culture scientifique, et donc il faut réfléchir... Comment est-ce qu'on peut mesurer cette culture scientifique du point de vue sociologique ? Alors du point de vue sociologique, bien sûr, il y a différentes façons de procéder. Donc la façon la plus brute, la plus idiote, quelque part, mais qui n'est pas donc complètement inutile, c'est tout simplement le test de connaissances. C'est-à-dire on pose une liste de questions, de connaissances élémentaires, et on calcule des scores sur la base des réponses qui sont obtenues. Donc ça, c'est très simple. Alors bien évidemment, quand vous vous donnez une définition aussi étroite de la culture scientifique, vous passez à côté de plein de choses. Et donc on a besoin très souvent d'élargir, bien sûr, essayer de saisir la culture scientifique à partir des pratiques, aller visiter les musées. Est-ce que vous discutez avec vos amis de sujets scientifiques? Est-ce que vous allez vous mobiliser sur des sujets scientifiques? Est-ce que vous assistez à des conférences? Tout ça, en fait, en réalité, il y a... La culture scientifique, c'est autant des savoirs que des pratiques et des appartenances aussi également. Donc c'est tout ça qu'il faut essayer de saisir. Toujours est-il que, autant je considère que c'est un faux débat, ces questions de la confiance ou de la méfiance, autant il y a, à mon avis, un vrai enjeu autour de la culture scientifique. Et puis, par ailleurs, je pense qu'il y a un autre point qui me semble extrêmement important, c'est qu'il y a une volonté de participation, une volonté d'inclusion qui est exprimée de façon récurrente par nos enquêtés. Et ça, c'est un point très important, et je pense qu'on a un gros déficit actuellement en France
France sur le type de dispositif participatif qu'on souhaite utiliser. Il faut complètement réinventer ce processus. Je crois que vous aviez évoqué tout à l'heure la conférence citoyenne. Je crois que ça crée énormément de frustration, cette conférence citoyenne, parce qu'il y avait des attentes très élevées et on a vu au final que les propositions qui avaient été faites, quoi qu'on en pense, avaient été finalement très peu reprises. Donc il y a un désir d'inclusion, de participation, et l'exercice actuel, dans sa forme actuelle, est un exercice qui crée la frustration, donc il faut reprendre ce chantier. Et je reviens vers vous, Corinne. Je vois que vous prenez beaucoup de notes, alors peut-être que vous avez beaucoup de choses à nous dire. J'aimerais revenir à l'aspect formation et justement sur ces aspects de culture scientifique et d'appétence. Est-ce que vous sentez, vous, une forte appétence de vos étudiants? Est-ce que vous avez beaucoup de candidats pour la filière sciences par rapport à la filière généraliste? Voilà, comment se placent vos étudiants et vos candidats? Alors comme ça, assez spontanément, j'ai envie de dire que non, je ne sens pas une grande appétence si je pense à la population globale en fait, de nos étudiants qui ont comme projet professionnel de devenir journaliste, hein, donc vraiment dans les très grandes lignes. Alors, je vais toujours faire la bascule entre ce qu'on faisait jusqu'ici et ce qu'on espère faire dans la suite des événements. Jusqu'ici, on avait donc pour la filière journaliste et scientifique une quinzaine de places dans cette filière possible. Et ouais, 15 sur combien d'étudiants à peu près, qu'on ait une idée? Là, uniquement pour la filière. Hein. On pouvait avoir 15 étudiants, il y avait 15 places dans la filière, et on avait pour ça une cinquantaine de candidats au départ. D'accord, je voulais dire par rapport à la filière généraliste, vous formez combien d'étudiants par an? Donc, dans la filière généraliste, on forme 60 étudiants chaque année. Par exemple, pour vous donner un point de comparaison, pour cette filière généraliste, donc je rappelle avec le diplôme reconnu, ce qui est un élément qui compte, donc un master en 2 ans, généraliste, polyvalent, on a pour 60 places, on a entre 800 et 900 candidats au départ. Voilà, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Pour recruter une quinzaine d'étudiants dans la filière journaliste scientifique telle qu'elle existait, on avait une cinquantaine de candidats. Voilà, donc, et les critères de sélection de ces candidats étaient effectivement en grande partie leur formation initiale scientifique. Alors, assez large, hein, on n'était pas dans des sciences dures uniquement, hein, c'était assez large de ce point de vue-là. Il y avait aussi la motivation, le projet professionnel, etc. Mais voilà, on avait un effectif, on trouvait, par rapport à la qualité de la formation, par rapport au retour qu'on avait des rédactions qui étaient plutôt preneuses de profils scientifiques, on n'avait pas beaucoup de candidats. Ça nous questionnait. Alors, il y avait un élément un peu technique, hein, c'est que c'était un Master 2 uniquement. Donc, c'était forcément des gens qui avaient déjà un Master 1 minimum, souvent déjà un Master 2 d'ailleurs, et donc effectivement c'était un petit peu bancal quoi, par rapport au cursus classique. Effectivement, c'est après la licence qu'on cherche un Master, donc c'est sans doute que ça devait jouer un petit peu. Voilà. Mais votre première question par rapport à l'appétence scientifique, de culture scientifique, de sujets, en fait on observait plutôt chez nos profils de futurs journalistes généralistes des centres d'intérêt, voire même assez souvent des convictions par rapport à des sujets comme l'environnement, par exemple, qui est un sujet qui, dans la génération de nos étudiants, est vraiment un sujet de préoccupation, un sujet d'intérêt, et pour certains, un sujet de politique et de militantisme, hein, pour une partie des étudiants. Mais le défi pour nous, c'est de transformer ces centres d'intérêt en compétences professionnelles et en expertise. Et là, pour l'instant, alors évidemment pas pour ceux qui étaient dans la filière journalisme scientifique, puisqu'ils étaient bien identifiés, mais pour l'ensemble de notre population d'étudiants, c'était pas évident. C'est pour ça qu'on a fait le choix, en même temps, en ramenant la filière scientifique dans le master généraliste, de travailler sur voilà, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire cette culture scientifique, comment nourrir un intérêt qui existe peut-être au départ ou qui n'existe pas du tout, et puis de maîtriser aussi des outils. On est aussi parfois sur des difficultés par rapport, par exemple, là on parle d'environnement, on parle de santé, mais parfois quand vous devez faire des analyses de résultats électoraux, pouvoir maîtriser la question des pourcentages et ce que ça veut dire en valeur absolue,
c'est quand même un tout petit peu intéressant pour pouvoir faire une bonne analyse de résultats suite à des élections municipales, par exemple, quoi. Voilà, donc on va travailler sur ces points-là. Et justement, là, pour qu'on comprenne bien, quand vous parlez vous sentez donc une appétence notamment sur les côtés environnement, où vous nous dites qu'ils sont militants, mais il n'y a pas encore cet aspect d'expertise pour aller au fond des sujets, c'est-à-dire comprendre les grands enjeux, ou qu'est-ce qui leur manque en fait? Alors sur la question, certains sont très engagés sur ces questions-là, et c'est tout à fait légitime et tout à fait leur droit et tout à fait intéressant. Nous, notre objectif, quand on est dans une école de journalisme, c'est de les former comme journalistes, avec tout ce qu'on peut imaginer, à la fois de connaissances et d'expertise, et aussi de distance par rapport au sujet. Donc ça, mais c'est plus général, c'est pas spécialement lié aux sciences, à l'environnement, etc. C'est plus général. Donc votre question, c'était quels sont les moyens qu'est-ce qui leur manquait en fait Là, par exemple, en ce moment, au moment où on se parle, donc en Master 1, les étudiants sont aujourd'hui et demain sur une session qui s'appelle Chiffres, que pour l'instant on appelle Chiffres, voilà, et qu'on va sûrement développer dans les années qui viennent, c'est-à-dire l'utilisation des chiffres, quelles sont les bonnes sources, quelles sont la bonne utilisation de ces chiffres. Donc il y a des éléments il y a quelqu'un de l'INSEE qui va venir expliquer comment les études se forment, les statistiques. Voilà, merci. Je cherchais ce chiffre, comment on traite toutes ces questions-là. Enfin voilà, on essaye déjà de leur amener ces outils, mais voilà, l'idée c'est d'être un petit peu plus ambitieux dans les années qui viennent par rapport à ça, puisque visiblement ça rejoint. Donc je ne connaissais pas les résultats de cette étude. Elle est récente, l'étude dont vous parliez. C'est une étude dont on a rendu public les résultats à la fin de l'année 2021, novembre 2021. D'accord. Okay. Voilà, donc visiblement ça rejoint un contexte plus général qui est plutôt des générations post-90 sur cette question-là. Voilà. Alors on a beaucoup parlé de la culture scientifique des journalistes. Là on peut aller sur la deuxième thématique de la table ronde, qui est plutôt celle des politiques. Et malheureusement, malgré de nombreuses invitations, on n'a personne du monde politique aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est dû à la période électorale ou à un manque d'intérêt général pour les sciences. Enfin bon. Donc on va voir plutôt l'avis de vous, journalistes, les rapports que vous entretenez avec les politiques, et vous en tant que chercheur également. Aline Richard, je disais, vous avez travaillé sur les techniques d'édition du génome dans votre livre. Et donc, manipuler notre ADN, alors que ce soit le nôtre, celui des animaux, celui des plantes, ça a ou ça aura des grands impacts sur la société. Est-ce que, pendant votre enquête, vous avez remarqué que les politiques se sont vraiment emparés du sujet ? Écoutez, la réponse est claire, non, pas du tout. En France, c'est important de le préciser, parce que, évidemment, c'est un de mes sujets favoris. Je n'ai pas écrit un bouquin pour rien. Je pense que ça devrait intéresser tout le monde, qu'on manipule le vivant, pourquoi, comment, et sous quelles conditions et avec quelles limites. Ça devrait vraiment intéresser tout le monde, en particulier les décideurs, qu'ils soient les décideurs du monde économique et bien sûr les décideurs politiques. Or, qu'est-ce qu'on constate ? On constate finalement, je vais faire un petit résumé de ce qui vient d'être dit. Il y a un problème culturel. Il n'y a pas que nous qui sommes nuls en maths, ok ? Les hommes politiques, c'est pas mal non plus, je peux vous dire. C'est pas mal non plus. Et alors, d'ailleurs, pour reprendre ce qu'on disait là à l'instant, sur les statistiques, c'est effarant. Vous vous rendez compte qu'on vous balance comme étant la vérité vraie et absolue une stat, et personne ne la remet en cause. C'est complètement normal. J'ai plein d'exemples dont évidemment je ne me rappelle pas maintenant, mais je crois que notamment la relation entre boire de l'alcool et le cancer, il y a des stats comme ça qui sortent que personne finalement comprend. Personne ne comprend, y compris peut-être certains journalistes. Donc il y a vraiment du boulot à faire. En tout cas, du côté des politiques, c'est morne pleine. Quand je me suis intéressée donc à ces affaires d'édition du génome, pour dire les choses de façon peut-être un peu plus concrète, on peut aujourd'hui manipuler
l'ADN, donc qui est la molécule constitutive du vivant, on peut la manipuler de façon beaucoup plus simple que dans les années 80 et 90, si vous voulez. Il y a des techniques. Vous avez probablement entendu parler de ce fameux ciseau moléculaire qui s'appelle CRISPR, hein, qui est l'objet de mon bouquin. On peut aujourd'hui manipuler ce vivant. Alors, c'est quoi? C'est les OGM. Hein. D'ailleurs, j'ai fait ce livre parce que je me suis intéressée en tant que journaliste économique aux OGM depuis assez longtemps. Donc, on peut manipuler l'agriculture. Donc, ça c'est énorme pour un décideur politique. C'est notre avenir agronomique. On parle aujourd'hui des problèmes d'approvisionnement en matières premières et des problèmes de terres arables. Donc il y a ça. Manipuler les animaux, alors que ce soit pour des objectifs d'élevage, ça nous intéresse aussi. Ça nous intéresse aussi pour l'écologie. Quid de la biodiversité, quid de la contamination des espèces entre elles. Enfin bon, on pourrait en parler pendant des heures. Hein. Et puis évidemment, la manipulation de cet animal très particulier qui est l'être humain, Homo sapiens, puisque ça a commencé à être fait. Bon, ça s'est fait en Chine. Je pourrais vous raconter l'histoire si ça vous intéresse. Je vais pas détailler, mais ça devrait intéresser les hommes politiques et les femmes politiques. Ça devrait intéresser la société dans son ensemble. Or, finalement, on en parle comme ça un peu vite fait, sans en comprendre d'ailleurs bien les enjeux. C'est assez dingue, quoi. Parce que très concrètement, c'est si vous parlez avec ces décideuses ou ces décideurs de ce sujet, ils ouvrent des hurons ou quand même ils connaissent au moins les grands principes. Moi, si tu veux, ça dépend qui, mais je vais vous raconter une anecdote sans donner de nom parce que ce serait pas sympa. Un truc qui m'a un peu choqué quand même. Bon, il y a quelques députés de notre Assemblée nationale qui quand même, sans toucher leur bille forcément de façon très pointue et technique, bon, connaissent quand même la science. J'ai demandé à l'un d'entre eux, très éminent, que je connais en plus depuis longtemps, quand j'ai sorti mon bouquin chez Flammarion, j'aurais bien voulu qu'il le lise et qu'il mette une petite note, pas forcément, pas forcément super positive, mais enfin qui marque un intérêt parce que cette personne a un poste, qui lui permet d'être légitime sur ces questions-là. Et en fait, il m'a dit non, parce que le contenu du livre ne lui convenait pas. Parce que en fait, il me dit quand même, tu parles de CRISPR pour les animaux, mais moi je suis pour le bien-être animal, comme si je l'étais pas. Quand même, non, on peut pas défendre l'agriculture comme ça, etc., etc. J'ai trouvé que c'était quand même super gonflé. Parce que moi, ça me met dans une posture absolument impossible, comme si je devais défendre des idées alors que je fais un bouquin qui est un bouquin d'investigation, certes, sur un sujet qui est quand même pas un sujet très facile. Moi, mon objectif, c'est que tout le monde puisse le comprendre et pouvoir réagir par rapport à ça. C'est mon boulot de journaliste. Donc j'ai trouvé que c'était quand même déjà me mettre dans une posture qui m'a franchement déplu. Et puis je me suis dit après, ils n'arrêtent pas de chouiner. Enfin, ils n'arrêtent pas de pleurer en disant c'est terrible, les Français sont nuls en sciences, horreur, ils ne comprennent pas le vaccin, ils ne comprennent pas ceci, cela. Et quand on demande ne serait-ce que de lire un travail que j'espère honnête, il l'est, on vous envoie vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc j'ai trouvé que c'était quand même un peu indicatif de cette mentalité de dire bon voilà, alors il faut défendre tel et tel point de vue, et puis non, moi ça me plaît pas, c'est pas mon truc, alors je défends pas. Et puis après on vient effectivement se plaindre du fait que les Français sont défiants, mais on a vu que c'était pas en plus pas forcément exact. Voilà. Vous regardiez Michel, je crois qu'il voulait réagir. Oui, juste rebondir effectivement sur le propos d'Aline, que je trouve très intéressant, effectivement sur le dossier CRISPR, ou plus généralement sur les biotechnologies, parce que ça nous permet de pointer l'entrée des sciences dans le politique.
et notamment à travers l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEXT, qui est là précisément la mission. Qui a été invité, oui. Voilà, c'est dommage effectivement qu'il n'y ait pas eu un représentant, mais effectivement, la mission de cet office, c'est quand même de faire ce travail d'information, et parce qu'il y a quand même cette idée qui est relativement juste, c'est que les parlementaires, s'ils ne sont pas informés, sont quand même assez finalement fragilisés par rapport à un certain nombre de réseaux d'influence qui, bien sûr, gravitent autour du Parlement. Donc il y a une nécessité d'information scientifique, et ça c'est le rôle de l'Office, c'était extrêmement important. Par contre, l'Office a clairement un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire que l'Office, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est 18 députés, 18 sénateurs, ça fait 36 personnes, clairement, qui concentrent quelque part une forme d'expertise scientifique qui est acquise, puisqu'il y a une production de rapports qui est quand même assez intensive. Donc il se trouve que pour des raisons vraiment de hasard, nous on a fait une enquête sur l'Office au moment où il portait le dossier biotechnologie et notamment le dossier CRISPR. Donc on a vu un petit peu les auditions qui se sont passées, on a suivi tout le montage du dossier, donc c'était extrêmement intéressant, extrêmement riche. Mais on voit clairement que du coup la présence à la fois l'Office est très peu visible dans le cadre du Parlement, et puis il y a un phénomène, un effet pervers, qui est que comme il y a une concentration de l'expertise scientifique au niveau de l'Office, tout le monde se décharge sur l'Office. C'est-à-dire, grosso modo, c'est des experts à l'intérieur du Parlement. Et donc, tous les autres parlementaires sont très contents que cet Office soit là, parce qu'au final, il faut se tourner vers eux, et les autres peuvent conserver une vision complètement indifférenciée des sciences. Alors, c'est pas bien sûr les disciplines et spécialités, c'est la science. Voilà. On va parler à Monsieur Science, et Monsieur Science, il se trouve à l'Office. Donc, aujourd'hui, c'est Cédric Villani qui occupe ce poste. À l'époque, c'était le DO. Et le DO était biologiste, donc il avait une formation. Donc il y a aussi un problème interne du point de vue, enfin à mon sens, du point de vue du Parlement, c'est que cette culture, elle existe, elle n'est pas complètement inexistante, je serais moins pessimiste, mais elle est extrêmement concentrée, elle fonctionne sur une pure délégation, ce qui contribue à désinvestir les autres politiques de cette question. Jade, justement, sur... Vous, Mediapart, je pense en particulier, vous suivez, comme vous l'avez expliqué, l'écologie d'une manière politique. Et vous avez forcément été amené à discuter avec beaucoup de représentants de ce monde-là. Quel regard vous en tirez maintenant? Je crois que ça fait une douzaine d'années que vous travaillez dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a eu des grandes évolutions, des prises de conscience? Est-ce que maintenant les décideurs comprennent mieux les enjeux? Comment vous voyez tout ça? Sur l'écologie? Ouais. Le monde politique? Les élus? Les dirigeants politiques par rapport à l'écologie? Ouais. Ils sont dans la société, hein, les élus et les dirigeants politiques, comme les journalistes sont dans la société. Donc, ce qu'on décrit depuis le début de la matinée, c'est-à-dire c'est quand même le fait que soit tombé dans une forme de connaissance grand public. La reconnaissance de l'existence des dérèglements climatiques, le lien avec les activités humaines, les origines des émissions de gaz à effet de serre, l'enjeu de la biodiversité, la disparition des espèces, etc. Ça les infuse aussi. Donc ça a changé par rapport à... si on compare par exemple en 2007 quand Nicolas Sarkozy est élu et qu'il lance, pour des raisons paradoxales, le Grenelle de l'environnement, qui était quand même un moment assez important historiquement sur une tentative, au moins dans le discours de politique publique d'écologie. À ce moment-là, les élus et les représentants politiques qui s'en saisissent, en gros, sont les écologistes. C'est la droite, puisque Sarkozy, et les écologistes. Et c'est tout. Aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est une discussion qui est beaucoup plus partagée. Pour autant, parmi les députés, les sénateurs, les sénatrices, et a fortiori, j'ai envie de dire, les ministres, les personnes qui vraiment ont des compétences au sens technique, pas forcément scientifique, pas forcément qui ont fait une thèse en biologie, mais des compétences, y compris des compétences d'ingénieur, par exemple, sur la question des énergies renouvelables, ou d'efficacité énergétique, ou j'en sais rien, de logistique de transport, enfin, ces sujets qui sont quand même au cœur de la fabrique de ce qu'on appelle la transition écologique. Il y en a hyper peu. Et moi, ce qui me frappe, c'est que, y compris les rares dirigeantes politiques ou élus, qui ont ces compétences, ils ne les mettent pas forcément en valeur. C'est-à-dire qu'ils ne font pas forcément de politique avec ça.
Et c'est presque quelque chose qu'on découvre au bout d'un moment en discutant avec eux. Ah, mais en fait, mais d'accord, en fait, tu as fait une école d'ingénieur. Ah, mais en fait, tu as fait des études de biologie. Et il me semble que c'est révélateur et que c'est intéressant. Et dans le sens où c'est quand même, il me semble, après je partage mes réflexions là-dessus, c'est pas forcément très intéressant, mais il me semble que c'est parce que ce n'est pas, ce sont des registres de discours différents, et que c'est pas forcément une mauvaise chose, pour peut-être un peu décaler le sujet de discussion ici, dans le sens où si on prend un exemple inverse extrême, on aurait une assemblée de savants et de savantes qui ont tous une thèse en sciences dures. Est-ce que ce serait plus démocratique ? Certainement pas. Est-ce qu'ils feraient des meilleurs choix de politique publique ? Pas forcément. Et donc, moi, il me semble que l'enjeu, d'un point de vue démocratique, il est moins celui de la formation des élus, des journalistes, des responsables associatifs, des responsables institutionnels. Il est moins celui de la formation, même si ce n'est pas totalement secondaire, mais enfin, c'est moins ça que quel espace public on construit, quel ressort démocratique on trouve. Donc la conférence citoyenne pour le climat, si on reprend cet exemple, ce qui est quand même hyper intéressant, c'est qu'on a des gens 150 personnes qui, en l'espace de quelques mois, en viennent à porter des demandes sociales au nom de l'écologie qui sont quand même assez radicales, avec des demandes d'arrêt de l'artificialisation, moratoire sur la 5G, enfin des choses qui sont, on va dire, assez conflictuelles, en tout cas qui sont controversées dans notre société. Et elles ont une super formation. Le problème, c'est pas... Donc ça peut s'acquérir très vite, y compris des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études, parce que parmi eux, justement, il y avait plein de gens qui n'avaient pas de diplôme, enfin pas un haut niveau de diplôme, et même certains pas diplômés, et même, je crois, une personne presque illettrée. Donc c'est tout à fait possible, en fait, ça se rattrape. La question, c'est qu'est-ce que démocratiquement ça devient ? Donc c'est une question de conversation démocratique, c'est une question d'espace public, c'est une question de conflit politique. Donc c'est là où pour moi, la question de l'écologie, si je reprends cet exemple-là, en complément de ce que disait Aline sur le génome, c'est là où c'est politique. C'est qu'en fait, il ne suffit pas de savoir, en fait, c'est qu'est-ce qui est mis en place pour que ce soit mis en œuvre des demandes, des revendications, quel est le niveau de comptes qui sont rendus, accountability, comme on dit en anglais, c'est quelle est la forme de contrôle démocratique sur les décisions qui sont prises, la transparence. Quelles sont les règles de transparence qu'on met en place pour savoir, pour connaître les conflits d'intérêts ? Et on parlait de l'OPEX, voilà, mais il y a d'autres instances sur lesquelles la question des conflits d'intérêts, elle est majeure. Enfin, l'industrie pharmaceutique, c'est bien connu. Et donc, du coup, et pour terminer là-dessus, moi, je trouve que c'est à la fois hyper intéressant et vraiment un progrès que les écoles de journalisme proposent aux étudiantes et aux étudiants des formations en sciences. Je pense que ce serait tout aussi fondamental d'avoir de meilleures formations sur les langues, sur toute une série de connaissances. Mais au fond, ce qui fait qu'un média produit une information pertinente, juste, accrocheuse, mettant le doigt sur ce qui fait mal, la plume dans la plaie et tout ça, pour moi, c'est pas tant la formation des journalistes qui change ça. C'est quoi le modèle économique de ce média ? Est-ce que c'est un média indépendant ? Est-ce que c'est un média qui dépend de la publicité ? Et donc, dès qu'il va s'agir de publier une enquête un peu difficile pour l'industrie automobile et la manière dont elle a menti sur ses émissions de polluantes, et que ça bloque, parce que, bon, attends, on va quand même pas perdre le budget de PSA ou Renault ou je ne sais pas qui. Moi, je trouve que c'est plutôt là. Est-ce que c'est un média qui appartient à un industriel, qui a un programme politique d'extrême droite et qui va tout faire pour que, sur ses antennes, ait le plus possible la parole des personnes islamophobes, tapant sur le wokisme et sur le multiculturalisme à longueur de journée. Il y a quand même des questions, il y a des fondamentaux structurant l'espace public et qui me semblent, des obstacles plus importants que simplement une culture scientifique qui, avec le travail, moi je rejoins complètement ce que dit Aline, peut s'acquérir.
Juste préciser peut-être une chose qui est un peu complémentaire, c'est que en fait, ça c'est aussi mon expérience de journaliste depuis quand même pas mal d'années maintenant. En fait, ce qui se passe aussi beaucoup avec les politiques, c'est qu'en fait c'est un espèce de jeu de dupes, quoi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure d'un problème culturel. Tout un chacun, on ne connaît pas forcément assez de sciences pour pouvoir comprendre tous les enjeux, y compris des trucs qui nous touchent personnellement. Mais il y a des espèces de cercles vicieux, moi je trouve. C'est-à-dire que telle décision, par exemple sur les éoliennes, je trouve que c'est assez flagrant. On suppose des choses. On suppose que les gens vont être contre. Pour le vaccin anti-Covid, c'était la même chose, quoi. Il y a des espèces de suppositions du monde politique. Alors est-ce que c'est soufflé par certains cabinets de communication? Peut-être bien aussi. Donc vous avez tout ça, ça brouille complètement les choses, et effectivement la transparence n'y est plus du tout. Donc on n'y retrouve plus ces petits, quoi. On sait plus qui a décidé quoi, et vous avez et après tout le monde met ça sur le dos de la défiance, mais c'est souvent plus compliqué que ça. Moi j'ai été pendant quand même pas mal d'années, quand j'étais journaliste économique, j'étais journaliste de quotidien, j'étais à la Tribune, et en fait, par culture personnelle, moi je savais pas trop comment ça se passait dans le monde politique, du côté des cabinets ministériels, mais tout le monde qui a vécu ça pourra vous le préciser. C'est souvent de l'improvisation, c'était pour avant-hier, je le fais maintenant, et donc c'est ça aussi la politique, et quand ça touche des domaines qui sont je trouve très graves, je pense que le monde politique a tendance aussi à se défausser. On disait tout à l'heure sur les experts de l'office parlementaire, alors le grand truc aussi, c'est les comités d'éthique. Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre les comités d'éthique, mais alors le côté la fin de vie, comité d'éthique, tous les trucs un peu gênants, c'est le comité d'éthique, mais en quoi sont-ils légitimes? Là, on parlait de démocratie tout à l'heure. C'est pas pour faire mon anticlérical de base, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans les comités d'éthique, c'est normal, hein, il y a les représentants des religions, etc. Mais est-ce que ça nous représente, nous, pour notre fin de vie, vous voyez, c'est des choses qui nous touchent personnellement, et il y a cette espèce de truc, on se défausse en permanence, en fait. Michel, vous vouliez réagir tout à l'heure? Oui, juste reprendre un mot. Rapidement, il y avait différents sujets qui ont été abordés. Jade, je crois que tu évoquais la question effectivement est-ce qu'une société ou quelle devrait être la place des scientifiques, et si tous les parlementaires des scientifiques, est-ce que ce serait une meilleure société? Clairement, je ne vais pas parler au nom de la communauté scientifique, mais je pense que personne dans la communauté scientifique n'a cette illusion, c'est-à-dire que et personne ne revendique ce type de position. Par contre, il est clair qu'il y a une réflexion qui est en cours, même je dois le dire, au niveau du CNRS, sur la façon de produire de l'expertise à destination des autorités publiques. Donc il y a une mission à l'expertise qui a été créée à la fin de l'année dernière, et qui est aussi, je pense, une des leçons tirées un petit peu du chaos des expertises et de la désinformation qu'on a pu voir sur un certain nombre de plateaux ou dans les journaux également autour du Covid. Donc je pense qu'il y a des leçons à tirer par rapport à ça. Et puis je suis tout à fait sensible, moi, à cette idée effectivement qu'il faut politiser les enjeux scientifiques et technologiques, mais les politiser de façon non partisane. Et ça, c'est assez compliqué à faire comprendre parfois. Et l'OPEX a aussi cette dimension de politisation, sans doute. Et je dois dire que j'étais assez frappé par le fait que l'OPEX, en fait, n'a joué le jeu de la participation citoyenne qu'une fois, en 98 sur les OGM, et depuis a systématiquement refusé de réitérer cet exercice. Donc moi, je pense qu'il y a un enjeu institutionnel. C'est pas simplement un débat politique, mais c'est aussi un débat institutionnel. Et pourquoi la conférence citoyenne finalement est frustrante et sans incidence réelle du point de vue législatif, c'est parce que ça a été porté par le CESE. Ça aurait dû être porté sans doute par l'Office, c'est-à-dire si l'Office considérait qu'il était... Le CESE, c'est le Conseil économique et social, et environnemental en plus, ils ont rajouté et l'Office considère que l'animation du débat public n'est pas de son ressort. Et donc, il y a une sorte de, là encore, une délégation vers le CESE ou vers la CNDP, la Commission du débat public.
Et si on voulait vraiment avoir quelque chose qui serait analogue un petit peu à ce qui se passe dans les pays d'Europe du Nord, il faudrait revoir complètement ce schéma de façon à ce que le débat public soit organisé dans le cadre du Parlement, notamment via l'OPEX. Merci pour cette ouverture. Je vous propose maintenant aux personnes du public, si vous avez des questions, je vais de lever la main, je vous apporte le micro et vous pouvez discuter avec nos intervenantes et notre intervenant. Oui. Au fond d'abord, vous avez été la première à lever la main. Bonjour tout le monde. Je suis Noa Belaïd, je suis la fondatrice du réseau arabe du journalisme scientifique. Ça fait une année qu'on a commencé nos activités afin de mettre en place en contact les journalistes et les scientifiques. Et la raison pour laquelle malheureusement je suis venue en retard le matin, mais en vous écoutant de plus en plus, on partage quand même les mêmes problèmes, les mêmes soucis par rapport au journalisme. Mais ma question, parce que je suis enseignante de journalisme en même temps, est-ce qu'on devrait former des journalistes à la science, ou est-ce que de préférable que les scientifiques ils apprennent la vulgarisation scientifique pour faire évoluer le journalisme scientifique? Parce que nous, en fait, je parle de la région arabe d'une manière générale, nous avons quelques expériences qui ont démarré depuis des années en Égypte, au Liban, mais faute les gens ne sont pas intéressés vraiment à l'information scientifique. Mais avec le coronavirus et avec les problèmes d'environnement et tout ça, on commence à donner une importance au sujet, la raison pour laquelle on a fondé ce réseau. Et comment on fait évoluer en fait le journalisme scientifique chez nous? Parce que quand même, avec les problématiques scientifiques actuelles, y compris technologiques, quand on voit l'évolution technologique, est-ce qu'il est préférable qu'un ingénieur apprend en fait à rédiger? Ou est-ce qu'il est préférable, on fait l'inverse? Ou est-ce qu'un journalisme, parce qu'au Liban, par exemple, il y a un diplôme déjà en journalisme scientifique. Et est-ce que vous pensez qu'un diplôme de master sera la solution? À partir de vos expériences, et sachant que vous avez fait quand même pas mal d'événements, tout ça, voilà. Merci beaucoup. Qui est-ce qui veut se lancer? Juste commencer par rapport à justement la réflexion que nous, on a eue. En fait, pendant 30 ans, on a formé au journalisme, aux techniques journalistiques, des scientifiques. En fait, c'est le choix qui avait été fait. La plupart étaient des journalistes, devenaient journalistes après. Certains se dirigeaient aussi vers la communication et vers la médiation scientifique, ce qui n'est pas du tout la même chose, ce qui est très bien aussi évidemment, mais ce qui n'est pas du tout la même chose. Là, le choix que l'on a fait, c'est plutôt de former un public qui va avoir pour une partie déjà fait des études scientifiques, une culture scientifique plus développée qu'un étudiant en journalisme classique, mais pas que, parce que je le précise là par exemple pour le recrutement qui vient de se terminer, qui est en cours, mais on a une soixantaine de candidats qui veulent intégrer la filière scientifique. On va en voir à l'oral à peu près une petite moitié, et on a certains qui n'ont pas du tout fait d'études scientifiques, mais dont le dossier nous a paru montrer un intérêt pour les sciences et qui nous paraît compatible. Donc on aura dans ce groupe à la fois des scientifiques et à la fois des non-scientifiques. Mais pour finir de répondre à votre question, là on a fait le choix de former au journalisme et de monter en culture scientifique des étudiants qui de toute façon ont au départ le souhait de devenir journalistes. Moi, je vais répondre aussi parce que ça a été mon quotidien professionnel pendant pas mal d'années, puisque notamment quand j'étais à La Recherche, qui est un journal de sciences qui est plutôt, comme on dit, exigeant. En fait, il y avait, quand je suis arrivée dans cette rédaction en 2002, il n'y avait que des gens qui avaient, en général, ils avaient tous une thèse, je crois pratiquement tous, et donc ils souhaitaient faire du journalisme. C'est vrai, quand je suis arrivée, moi culturellement, c'était pas mon truc. Donc j'ai fait venir des gens qui étaient des journalistes et avec de l'appétence pour la science et qui se sont formés. Et je dirais aujourd'hui, après toutes ces années, je dirais que les deux sont pas mal, à condition que chacun joue le jeu. Et ça, c'est ça le point.
C'est-à-dire que si vous avez fait une thèse, j'ai bossé avec, et je continue d'ailleurs au Figaro Santé, j'ai une de mes pigistes qui est PhD en biologie marine et qui est journaliste scientifique depuis très longtemps. Si on joue le jeu quand on est scientifique de formation, y compris en ayant une thèse, voire des post-docs, etc., si on se dit, mais moi je suis payé à la fin du mois pour être journaliste, pour faire des articles qui sont attractifs, sans jargon et explication, tout ira bien. Et de l'autre côté, les journalistes qui arrivent sans trop de background de science, il faut aussi qu'ils jouent le jeu. Hein. Il faut qu'ils se le cognent, le boulot. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ouais, juste je vais aller interviewer machin, il va m'expliquer la vie. Ouais, sauf que vous savez très bien que quand vous êtes en plus sur des sujets qui peuvent être des sujets conflictuels, faut savoir qui est qui. Hein, et c'est pas, vous avez bien vu sur la crise du Covid, tous ces gens qui se sont précipités pour aller voir Raoult. Mais j'en parlais aussi parce que je donne quelques cours à l'IPJ à Paris. C'est terrible. Raoult, c'est quelqu'un qui est un spécialiste des virus. C'est pas un zozo, le mec. Il a même fait des publications très importantes. Bon, après, il est peut-être passé à l'Ouest. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est compliqué quand on arrive. Donc, si vous ne bossez pas, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce que c'est que les virus, vous ne savez pas ce que c'est que l'épidémio, et vous pouvez très vite raconter n'importe quoi. Donc, pour résumer, et pour votre préoccupation, effectivement, dans le monde arabe et ailleurs, il faut que chacun joue le jeu. Et on peut accueillir dans une rédaction différents profils, et ça, c'est super. Ouais, je vous invite aussi à discuter avec la présidente de l'AJSPI, Agnès Vernet, et qui, je pense, pourra vous confirmer que dans notre association, on a aussi ces deux types de profils, et que dans les rédactions, en général, le mélange se passe très bien. Tu veux dire... Mais c'est super ce réseau de journalistes arabes, il faut qu'on en parle. Et je veux dire aussi qu'il y a un réseau de journalistes scientifiques en Afrique francophone qui s'est constitué. Voilà, et donc tout ça c'est super. Je pense que vous allez boire un café toutes les deux. Et Cléa, tu veux... Non. Il y avait une autre question devant. Moi, je suis un peu inquiet. Si on enseigne la science au journalisme ou en journalisme, on devrait enseigner aussi l'histoire. On devrait enseigner aussi beaucoup d'autres spécialités. Et ça me fait penser au mot de Paul Valéry, qui était journaliste en son temps. J'ai beau faire, tout m'intéresse. Ça veut dire que le journaliste doit s'intéresser à tout. Mais il n'est pas spécialiste. Il va recueillir, collecter et puis vulgariser. Tout est dans la technique de recherche de la matière à diffuser. Alors, quand on me pousse à Lille, on me propose d'aller faire une formation en sciences, après la licence, en master, vous avez dit, madame. Pour les masters, je préfère commencer la science au départ, et puis être expert en sciences, et choisir un autre métier. Mais le journaliste, il est fait pour vulgariser. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Ça, c'est la première chose. Mais pour vulgariser, il faut avoir une idée. Quand on n'en a pas suffisamment pour sa vulgarisation, on va chercher des experts, des scientifiques, des historiens, etc., qui vous donnent la matière à vulgariser. C'est pour ça que je dis que je suis un peu inquiet et perdu. Alors,
comme ça, très, très vite, moi, j'ai envie de vous répondre que pour aller chercher l'information, pour aller correctement chercher l'information, il faut une base, je pense, sans être un expert forcément ou une experte forcément. Et effectivement, c'est impossible pour un ou une journaliste d'être experte dans tous les domaines, parce que quand même, la plupart des journalistes sont généralistes et donc travaillent dans une rédaction généraliste et à un moment vont être amenés à traiter une question qui est liée au climat, à la santé, etc. Moi, j'ai traité des questions de santé quand j'étais journaliste et j'ai fait ce travail-là que vous décrivez. Par contre, maintenant, avec le recul, je me dis que ce qui me manquait de culture générale dans ce domaine-là m'a probablement amené à ne peut-être pas poser toutes les bonnes questions. Et peut-être que ça s'est senti, enfin là, j'ai pas d'exemple en tête, mais en tout cas, c'est un risque que l'on court quand on n'a pas ce bagage minimum. Et effectivement, si je veux faire le lien, ce qu'on a dit, il y a un déficit de culture scientifique globalement dans la population. Nous, on arrive très, 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 très loin dans le cursus universitaire et dans la formation. Du coup, on essaye de compenser, en fait, d'améliorer finalement cette culture générale. Mais c'est vrai dans tous les domaines, ça n'est pas vrai que dans le domaine scientifique. Les journalistes ont besoin d'une culture générale riche, étendue, qui se travaille tout le temps, pas seulement pour passer les concours au moment où ils vont être testés là-dessus, mais c'est un journaliste qui n'entretient pas sa culture générale, qui ne l'enrichit pas, très vite n'est plus pertinent pour aller poser des questions à toutes sortes de gens, pas seulement des scientifiques. Et Michel, et puis Jade. Oui, juste deux remarques par rapport à ce qui a été dit. Je pense effectivement on ne peut pas demander aux journalistes d'être experts de tous les domaines, ça n'a pas de sens. C'est pareil du point de vue académique, il n'y a aucun moyen de couvrir l'intégralité des savoirs, y compris parfois même dans notre propre discipline, parce que c'est souvent très très riche, donc je ne vois pas pourquoi il faudrait poser ce problème pour les journalistes. Par contre, je pense qu'il y a peut-être plusieurs conceptions de ce qu'est le journalisme scientifique, et lorsque vous en faites une relation très simple avec l'idée de vulgarisation, pour moi, j'avoue que je trouve très intéressant et parfois plus intéressant même que des articles académiques, des travaux qui relèvent du journalisme scientifique d'investigation. Il ne s'agit pas de vulgariser, il s'agit de transformer les objets scientifiques et technologiques en objets d'enquête journalistique. Et là, c'est complètement différent. Et pour revenir sur la question précédente, je trouve qu'il y a sans doute un danger, quelque part. Nous, on peut apprendre à communiquer, et parfois mes collègues font ça très très bien, d'autres n'ont pas du tout envie. Mais vous, votre travail de journaliste, c'est pas de relayer nécessairement notre parole, c'est d'être capable de prendre un petit peu de recul par rapport à cette parole, de voir ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas, de ce qui est juste, ce qui n'est pas juste par rapport aux enjeux que vous traitez. Mais vous avez une autonomie professionnelle. Et souvent, moi, je reviens toujours sur cette question importante, qui me semble importante, c'est quelle est votre identité de journaliste scientifique comme groupe professionnel, et comment vous la différenciez à la fois du point de vue de la communauté globale des journalistes et par rapport à la communauté des scientifiques qui ont leurs propres enjeux. Donc en tant que lecteur, moi je suis un fan des articles de journalistes scientifiques d'investigation, mais c'est pour moi clairement différent du travail de vulgarisation. Je crois que Jade va aller dans votre sens. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je suis aussi d'accord avec ça me semble important ce que vous avez pointé, monsieur, sur la question de la technique journalistique. C'est qu'en fait, moi, une des choses que je trouve passionnante dans ce métier, c'est ça, en fait. C'est que c'est les techniques d'interview, les techniques de reportage, les techniques d'enquête. Et qui sont destinées à tenter à d'élucider, en fait, des problèmes. C'est que c'est là où on est complémentaires, journalistes. On peut être complémentaires, journalistes et scientifiques, mais fondamentalement, on ne fait pas le même taf. Et que nous, il me semble, journalistes, une des choses qu'on peut apporter quand on s'y prend bien et qu'on en a les conditions, c'est de contribuer à donner le grand tableau de ce qui se passe. Donc en fait, il faut qu'on ait des fondamentaux de connaissances de manière à ne pas se faire avoir par des imposteurs. Parce que c'est Raoult et d'autres, c'est la question que ça pose. Les impostures, en fait, les impostures intellectuelles ou politiques qui obtiennent à des moments des espaces de diffusion médiatique complètement fous et délétères, destructeurs et même ravageurs, parfois démocratiquement. Ok, c'est pouvoir identifier ça, mais ensuite,
l'intérêt du journalisme, donc une fois qu'on a ces petits repères et des garde-fous, en fait, il faut qu'on ait des garde-fous pour se protéger de ce type d'égarement. Mais ensuite, l'idée, c'est faire des récits. C'est produire des récits, c'est produire dans une société des récits qui intéressent cette société et puissent contribuer à ce qu'elle comprenne un petit peu mieux ce qui s'y passe. Et donc ça oblige, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir les connaissances spécifiques qui permettent dans le détail de ne pas trop se planter, mais tout l'enjeu après, c'est la montée en généralité, mais dans le bon sens du terme. Pas pour faire du café du commerce qui n'apporte rien, mais dans le sens de raconter quelque chose qui dit des formes de vérité sur une collectivité humaine à un moment où elle en est. Donc, le changement climatique, c'est de ça dont on parle. Les bouleversements de la recherche sur le vivant, avec tous les enjeux civilisationnels que ça porte. Les rapports de genre et toute la révolution féministe qui est en train de se passer avec des nouvelles lignes rouges qui sont tracées vis-à-vis des violences sexuelles et du harcèlement sexuel. Voilà. C'est ça, en fait, c'est pas juste des histoires de connaissances scientifiques. C'est à un moment, collectivement, et par ailleurs, c'est aussi l'intérêt, il me semble, des rédactions. Et quand on a la possibilité de travailler dans une rédaction, ce qui est hyper fort dans la rédaction, c'est le collectif. Donc c'est la conférence de rédaction. Donc, ils sont des moments déjà d'élaboration de sujets. Et ensuite, donc de ces techniques d'élucidation. Et donc, je pense que voilà, c'est pas la même chose, quoi. Et qu'on peut être, on peut être quelqu'un qui n'a pas de diplôme et qui n'a pas fait d'études et être ou une merveilleuse enquêtrice ou un merveilleux reporter. Et il faut faire aussi, enfin voilà, je finirai là-dessus parce que il faut faire. J'ai une petite alerte aussi là-dessus, dans le sens où les journalistes en France sont une profession. C'est une profession qui est quand même assez homogène, qui est même très homogène sociologiquement, classe moyenne supérieure, gens diplômés, etc. C'est formidable. Mais attention. C'est que du coup, on a en fait une profession qui ne ressemble pas à sa société. Et que à trop mettre en avant la question des compétences et des expertises et des spécialisations et des diplômes, on risque de renforcer encore un biais qui en fait devrait être combattu par, au contraire, revenir à ce que pouvait être au 19e siècle. Alors, le paysage médiatique était évidemment différent. Début 20e et jusqu'à la fin de la première moitié du 20e siècle, on était journaliste après avoir été autre chose. Et on faisait autre chose après. Et finalement, ça avait aussi beaucoup d'intérêt de faire ça. Il a commencé par la connaissance, par l'expérience personnelle, intime, par les organisations par lesquelles on était passé, de la société. Et que ça me paraît quasi aussi important en fait, que ce savoir scientifique. Alors, je vais non pas prendre le contre-pied, mais je vais défendre la vulgarisation comme constitutive en fait de la construction d'une enquête journalistique et une enquête d'investigation. Donc, je peux vous donner mon témoignage. Il vaut ce qu'il vaut. Enfin, il vaut un truc individuel. Quand je me suis intéressée à CRISPR, donc les ciseaux moléculaires, l'édition des génomes, la transformation du vivant, qui porte effectivement, comme vient de le dire Jade, des enjeux civilisationnels, même des enjeux pour notre espèce à nous. En fait, je voudrais d'abord faire l'éloge des formats longs. Parce qu'il y a des sujets, quand on a l'immense chance, comme je l'ai eu, de pouvoir faire un bouquin, c'est autre chose. Vous vous projetez finalement dans une autre temporalité et vous avez la possibilité effectivement d'allier un travail d'enquête, je dirais de vulgarisation au quotidien, qui n'est pas facile parce que c'est de la biologie moléculaire et de la génétique. Je peux vous assurer que c'est quand même pas, c'est pas très simple. Moi j'ai un bac éco, donc pour vous dire, mais on peut le faire, mais si on a un peu de temps et qu'on est motivé pour le faire. Et on est motivé, et donc je pense qu'il y a un passage à ce travail-là
qui est un travail de vulgarisation, que je prétends que tout le monde peut y arriver, mais voilà, il y a du temps et il y a du temps passé. Donc c'est pour ça que les formats longs, c'est quand même vachement sympa. Après, vous construisez un objet journalistique qui est un récit attractif. Donc il ne faut pas embêter le lecteur qui vous fait l'honneur de vous lire et parfois d'acheter votre livre ou d'acheter votre canard, ce qui est quand même pas mal. Donc c'est vraiment... Moi, je n'opposerai pas les deux. Je trouve qu'il y a un moment pour la pré-enquête, pour la vulgarisation, pour merde, je comprends rien à ces histoires de couper-copier dans l'ADN. Il faut bien que je trouve quelqu'un qui me l'explique. Et puis vous trouvez quelqu'un qui vous l'explique et vous vous dites, mais au fait, qui c'est cette personne? Est-ce que s'il a des choses à défendre, vous faites un travail. C'est ça le travail d'enquête. Et pour moi, je n'oppose pas l'un à l'autre. Et je terminerai juste sur effectivement bon là, on sort un peu de nos débats sciences journalisme sur effectivement la représentation de la société française dans ces médias. C'est une question qui est de très longue date, hein, depuis le 19e siècle, c'est comme ça. Tous autant qu'on est, on a les moyens aussi peut-être de faire évoluer les choses. Bon, je vais faire la pub de l'association pour laquelle je suis bénévole depuis 10 ans, qui s'appelle La Chance pour la diversité dans les médias. Je suis personnellement bénévole, je prends du temps pour travailler avec des étudiants boursiers. Donc c'est tout à fait possible. Faut pas penser que c'est inéluctable. Et il faut en convaincre aussi les rédactions en chef, voire les patrons des journaux. Oui, d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. C'est extrêmement important qu'on travaille en collaboration avec les médias. Pour redonner un chiffre, je me permets, il y a à peu près 20% de la profession, donc 35 000 journalistes qui ont une carte de presse, 20% de la profession qui sortent des écoles reconnues, 80% qui ont un niveau d'études qui peut être élevé, hein, mais qui ne sortent pas forcément des écoles reconnues. Et c'est vrai que c'est une richesse de la profession, qu'elle soit ouverte et qu'elle intègre évidemment des personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont fait tout type d'études, et effectivement, peut-être d'intégrer des gens qui ont fait des études scientifiques sans forcément passer par une école de journalisme et qui vont pouvoir faire tout ça très bien. Mais c'est vrai que ce qui est extrêmement important, c'est qu'on puisse travailler avec les rédactions et que les rédactions intègrent, y compris des jeunes journalistes qui ont d'autres profils et qui ne viennent pas seulement des écoles de journalisme. Et c'est vrai que voilà, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas de toutes les rédactions de pouvoir alimenter cette diversité, en fait, ce mélange. Après, effectivement, la question de la diversité sociale, il y a des dispositifs comme La Chance. On a dans nos effectifs des étudiants qui viennent de La Chance ou de la prépa égalité des chances que nous, on a mis en place il y a une quinzaine d'années. C'est vrai qu'il y a des dispositifs qui existent, mais globalement, le constat qui est encore fait et partagé, évidemment, c'est que les rédactions françaises ne sont pas à l'image de la société française. Ça, c'est incontestable. Oui, c'est un peu la même critique qu'on pouvait faire au monde politique, d'ailleurs. Agnès, tu... Ok. Est-ce qu'il y a... je pense qu'il nous reste... On avait jusqu'à 12h30. Il nous reste 5 minutes s'il y a une dernière question. Sinon, on peut s'arrêter là. Sauf si vous avez encore envie de nous partager des... Peut-être, Michel Dubois, ça m'aurait intéressé quand même de vous poser la question du rapport que vous entretenez avec les journalistes. Est-ce que justement, parce que vous avez été quand même un peu... les enquêtes que vous faites sont médiatisées. Est-ce que, donc, quand on vous appelle, vous sentez des gens qui comprennent la démarche scientifique, qui sont curieux? Comment ça se passe? Oui, effectivement, c'était assez intéressant. Alors, il y a différents plans d'interaction avec les journalistes. Quand on a communiqué effectivement sur l'enquête, on a rendu public un rapport de 70 pages. J'ai déjà évoqué cette anecdote, donc désolé pour ceux qui ont déjà entendu ça, mais effectivement, on a produit un rapport de 70 pages et au moment de communiquer sur l'enquête sur les Français de la science 2021, on a eu le droit à une dépêche de l'AFP, donc une dépêche complète, et qui était complètement centrée sur la question du complotisme, qui, pour nous, représentait 2 pages dans notre enquête. Donc cette communication publique, en fait, a complètement invisibilisé l'essentiel du contenu de notre enquête.
Et sur la base de cette dépêche AFP, on a vu se mettre en place toute une mécanique en fait d'écho, de chambre d'écho qui est extrêmement puissante. Donc il est évident que quand l'AFP balance sa dépêche, on a vu immédiatement les sites de presse en ligne s'aligner immédiatement sur cette dépêche et reprendre effectivement cette information sur la dimension complotiste. Alors je vous passe les détails sur toutes les mésinterprétations qui se sont ajoutées les unes aux autres. Donc il a fallu intervenir, faire du debunking sur les réseaux sociaux pour pouvoir essayer de corriger les interprétations qui avaient été proposées, puisque ce qu'on disait dans notre rapport, c'était effectivement qu'il y avait 4 Français sur 10 qui croyaient à l'existence de preuves démontrant l'existence de complots dans l'histoire. Donc très honnêtement, 4 Français sur 10, c'est pas grand-chose, parce qu'on sait qu'il existe des complots dans l'histoire. Et on disait que sur ces 4 Français sur 10, il y avait la moitié de ces Français qui interprétaient le monde selon une grille qu'on pourrait qualifier de conspirationniste. C'est-à-dire que lorsque vous interprétez tout sur la base, donc qui n'avait rien de nouveau, ce qui était un chiffrage tout à fait standard qu'on trouve dans d'autres enquêtes. Mais ça, balancé sur BFM, c'est la moitié des Français sont conspirationnistes. Donc, on revient sur ce problème de statistiques que vous allez en citer. Voilà, les statistiques sont vraiment des statistiques élémentaires. Là, hein, donc il y a eu un gros travail de réinformation, de transformation d'information. De ce point de vue-là, les réseaux sociaux sont utiles parce que c'est vrai que vous travaillez, vous journalistes, énormément sur les réseaux sociaux. Et donc on obtient un peu d'attention. Voilà. Et après, voilà, ce qui est toujours surprenant pour nous scientifiques, qu'on soit en sciences sociales ou en physique ou en bio, c'est la temporalité sur laquelle le rythme auquel vous travaillez. C'est-à-dire que nous, on est sur des rythmes beaucoup plus longs que vous. Et très souvent, moi, il m'arrive d'être sollicité le matin pour intervenir à 10h sur un rapport dont je ne connais rien. Donc on me demande d'intervenir pour commenter telle ou telle enquête, alors que personne n'a lu cette enquête, elle venait de sortir la veille, et on me l'envoie 5 minutes avant. Je dis, mais ça, c'est pas possible, on ne peut pas travailler de cette façon-là. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi cette capacité qu'on a, nous, à réguler la prise de parole publique. Il y a un vrai débat en ce moment sur justement comment essayer un petit peu de responsabiliser les scientifiques par rapport à cette question de la prise de parole dans l'espace public. Mais c'est vrai qu'il y a des collègues qui acceptent de parler de choses dont ils ne connaissent rien, quoi. Donc c'est évident. Parce que ça flatte un peu leur ego, il faut bien le dire. Donc pas d'autres questions. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Donc Michel Dubois, je rappelle, sociologue des sciences et des techniques, Sorbonne Université et CNRS. Aline Richard, rédactrice en chef du Figaro Santé. Jadeline Garn, journaliste au pôle écologique de Mediapart. Et Corinne Van Meris, directrice adjointe et directrice des études à l'ESJ de Lille. Merci à toutes, merci à tous. Et merci pour vos questions et votre attention. Et je remercie donc la JSPI et Agnès Vernet et les Assises, bien sûr, de m'avoir permis d'animer cette table ronde.